Bonjour tout le monde, juste avant de commencer la vidéo, sachez que je suis de plus en plus actif sur Insta, où je vous parle de mes actus ciné, mes conseils ciné, mes critiques aussi de films qui sortent en ce moment, et je le fais de manière un peu plus instinctive et directe que sur YouTube, donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à me suivre. C'est vraiment par ce réseau social que je peux communiquer avec vous. Je vous retiens pas plus longtemps, on se lance dans la vidéo. Tu crois que ça m'amuse? Bonjour tout le monde, retour de ce format, vous voyez ce format où je m'intéresse aux 10 films préférés d'un ou une actrice, d'un ou une réal. C'est un format que je trouve hyper intéressant à faire, déjà parce que je découvre des films et vous aussi, et aussi parce que bien souvent se pencher sur le top 10 de quelqu'un permet d'expliquer certaines spécificités de sa filmo, et on a déjà exploré le top 10 de Nicolas Cage, Stanley Kubrick, on a déjà fait Scorsese, on a déjà fait Lynch, enfin voilà, faut comprendre qu'en fait la grande majorité de ceux qui font le cinéma, c'est aussi des cinéphiles, et qu'ils ont des goûts très tranchés pour, bien souvent, des films quand même assez exceptionnels. Et parmi les grands noms que j'ai cités là, il y a un autre nom, les amis, putain, que vous me demandez tellement, j'ai vu son nom tellement cité, alors que c'est vraiment loin d'être un cinéaste que j'affectionne particulièrement. Mais vous semblez vraiment l'adorer, et que suis-je finalement si ce n'est votre humble serviteur qui va vous donner ce que vous avez envie de voir. Pour vous, j'ai donc découvert ou redécouvert, puisqu'il y en a certains que je connaissais pas, les films préférés de Quentin Dupieux, et ça a été un drôle de voyage. Juste avant de vous parler de ces films et de vous montrer ce que nous réserve l'ami Dupieux, je voulais vous parler du sponsor historique de cette chaîne. Un sponsor que vous connaissez, puisque c'est nos amis de YFoot, qui sont vraiment un vrai soutien depuis des années maintenant, et qui m'envoient toujours des offres exclusives aux abonnés d'Intercut. Et ce mois-ci, le code promo fait pas exception à la règle, parce que le code promo concerne le produit que vous aimez le mieux, d'après les stats. En tout cas, le produit qui a toujours le plus de succès ici. Mais d'abord, pour les nouveaux, YFood, c'est une marque qui nous propose des boissons équilibrées, rassasiantes, qui te calent pendant plusieurs heures, qui sont riches en fibres, protéines, minéraux, et ils font aussi des bars. Vous savez, des bars hyper pratiques, vraiment aussi pratiques qu'excellentes, surtout avec une variété de goûts mais énorme. Ce qui fait que t'es jamais frustré, t'as jamais l'impression de te priver, parce qu'en plus les goûts sont hyper coquins. On parle de noix de coco, chocolat caramel, chocolat noisette, etc. Enfin vraiment, c'est le truc parfait pour éviter le grignotage, et tu peux clairement te faire plaisir en profitant en fait d'un produit qui est tellement plus équilibré et rassasiant que ce qu'on a l'habitude de manger à 4 heures. Franchement, que ce soit bouteille ou bar, pour allier gourmandise et équilibre à ce point, franchement ils sont quand même assez forts. C'est vraiment un bon plan. Tous les ingrédients, nutriments, répartition calorique, etc. sont sur leur site, c'est hyper détaillé, hyper clair, et il y a vraiment que des bonnes choses, donc n'hésite pas à jeter un œil ou à profiter du code promo Intercut YouTube qui s'affiche ici, qui te donne 10% sur les fameuses barres en question. Le lien est dans la description, c'est aussi pratique que taper le code. Merci beaucoup à YFood, nous on se replonge dans la vidéo. On va donc dérouler ensemble les films, je les ai tous revus, et à la 10e position, on retrouve ce qui est vraiment une comédie ultra satirique, réalisée par Blake Edwards, que vous connaissez sans doute pour Diamant sur canapé ou pour La Panthère Rose, qui nous livre ici un film quand même au concept qui n'aurait vraiment pas fait tâche, c'est Quentin Dupieux, clairement. Ce film s'appelle S.U.B. Ce film, c'est avant tout un vrai gros doigt d'honneur à l'industrie hollywoodienne, mais vraiment, souvent on dit ça de manière un peu légère, là c'est vraiment le cas. On suit un réalisateur qui va se manger le premier vrai flop de sa carrière, des millions de dollars perdus, des majors hollywoodiennes qui lui tournent le dos, ça va pas. Sauf que lui, il en est persuadé, si son film n'a pas marché, c'est parce que son film manquait de sexe. Alors il va décider d'en tourner une version érotique pour sauver sa carrière. Concept simple, efficace, drôle et assez idéal en fait, pour une comédie assez sulfureuse et grinçante sur l'industrie hollywoodienne, et vous allez voir, mais vraiment, tout le monde est montré comme étant complètement sous coke, complètement nymphomane, complètement taré, qui vont d'énormes soirées drogue à des soirées BDSM complètement tordues. C'est vraiment une comédie qu'on aurait du mal à faire, franchement, aujourd'hui, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est assez précieuse, en fait. Ça part dans tous les sens, avec un sacré casting, qui s'amuse vraiment, enfin, comment ne pas s'amuser avec un pitch pareil, dans ce monde créé par Blake Edwards, qui est vraiment un monde hyper vulgaire, hyper grossier, et du coup très hollywoodien. Et quand on sait que Blake Edwards en avait lui-même, en réalisant ce film, gros sur la patate, puisque ses nombreux succès, puisqu'il a quand même eu des grands succès, Blake Edwards, de son vivant,
ont toujours été un peu écrasés par les quelques flops qui ont rythmé sa carrière et qui l'ont empêché de devenir une énorme référence. Mais du coup, faut comprendre que ce film, c'est un gigantesque molar sur les majors hollywoodiens, certes, j'ai même envie de dire sur le public aussi, un public qui est décrit à la fois comme étant extrêmement prude et pourtant complètement avide de sexe, donc très hypocrite. Ce film, c'est un vrai petit ovni et je suis très content de commencer comme ça. Je vais passer rapidement sur le film qui est en 9ème position, qui est quand même bien plus connu puisque on est sur un film des frères Cohen, et c'est leur comédie Arizona Junior, où on va suivre Nicolas Cage et Holly Hunter, qui jouent du coup un couple stérile, qui vont kidnapper un des quintuplés d'une riche famille, et qui vont essayer d'élever ce gamin comme étant leur propre fils. Dans ce film, moi je trouve que, bon, il est quand même très connu, voilà, il a fait quand même énormément de bruit, et ce qui fonctionne pas mal, c'est quand même vraiment de placer toute cette action et toute la description de l'aventure, en fait, dans cette espèce d'Amérique hyper rurale. Et je trouve que c'est un film qui va beaucoup plus loin que la référence des frères Cohen, c'est-à-dire The Big Lebowski, qui va beaucoup plus loin dans le burlesque, qui va beaucoup plus loin dans l'absurde. Franchement, je le préfère à The Big Lebowski aussi, hein. Avec ses personnages, mais sortis vraiment dans le 16 août, avec ces scènes complètement imprévisibles, et surtout avec cette espèce d'énergie et de quasi hystérie, quoi, qui est ultra communicative. C'est un film qui manie vraiment l'absurde à un point, bon, que Quentin Dupieux n'atteindra jamais, mais c'est un autre débat. Oui, pendant toute la vidéo, je vais mettre des petits scuds à Quentin Dupieux, vous l'avez voulu, vous l'avez. Arizona Junior est le 9ème film préféré de Quentin Dupieux. Bon, et changement d'ambiance pour le 8ème film, là je me régale. Là j'avoue, je me régale. Le 8ème film, les amis, je l'aime énormément. C'est un film de Dario Argento, et c'est pas le plus connu, hein. C'est un film qui s'appelle Phenomena. Et c'est un sacré morceau, où du coup, Dario Argento va nous filmer une Jennifer Connelly qui est, bon, absolument géniale comme à son habitude, qui joue la fille d'une star de cinéma, et qui est un petit peu abandonnée par cette star, qui est donc son père. Et à côté de ça, cette fille, elle a un talent très très particulier, c'est-à-dire qu'en fait, elle réussit à communiquer avec les insectes, ça s'invente pas. Peu à peu, elle se lie avec un de ses profs avant de découvrir qu'elle est en fait la proie d'un terrible serial killer qui sévit dans la région. Bon, vous voyez un pitch qui donne l'impression d'avoir 5 films en un. Enfin, là, vous voyez bien, quand je raconte ça, vous avez l'impression que ça part dans tous les sens. C'est un petit peu le cas dans le film, honnêtement. Et c'est, je pense, ce qu'aime Dupieux dans ce film aussi. Mais vraiment, croyez-moi, les amis, c'est un sacré morceau de cinéma, hein, où Dario Argento se régale. Il se fait vraiment plaisir, il livre ce qui est peut-être, c'est beaucoup de... Ouais, non, en vrai, je le pense, livre peut-être ce qui est la meilleure séquence de sa filmographie dans le dernier acte, dans le dernier tiers, qui est génial, qui est grandiose, qui est vraiment de l'horreur pure, qui est traumatisant. Et cette capacité qu'il a, bon, on la connaît, hein, à toujours surstyliser sa mise en scène, à surstyliser son film et à créer une ambiance tellement particulière. Moi, vraiment, mais j'adore ça, quoi. J'adore l'espèce d'atmosphère onirique, troublante, et ici, étonnamment douce, qui pose sur son film. Parce qu'en fait, on dirait qu'il regarde le film à travers le regard de son personnage, Jennifer Connelly, qu'il aime énormément, et ça se voit, en fait, se met dans la peau de cette jeune femme un peu délaissée, cette gamine un peu perdue qui a des dons sans trop les comprendre. Je trouve que Dario Argento, de toute façon, est jamais aussi fort que quand il filme ses héroïnes. Ici, c'est assez sublime. Et puis voilà, hein, dès qu'il filme des séquences de meurtre, c'est du grand cinéma, quoi. J'adore ce film, vraiment. Et là, au montage, les amis, je vous ai mis les images qui me semblent les plus représentatives du film. Si vous avez aimé ces images, foncez les yeux fermés. Ouverts, pour mieux voir le film. Bref, Phenomena, 8ème position. Le 7ème film préféré de Quentin Dupieux est un film que vous connaissez probablement. Et on est sur un sacré top, parce que c'est aussi un film que j'aime beaucoup. Une petite merveille d'émotion réalisée par Milos Forman qui s'appelle Man of the Moon. Bon alors, Man of the Moon, c'est l'histoire de ce comique américain Andy Kaufman qui va réussir à percer en imitant Elvis Presley. Je vais pas m'attarder sur l'histoire, je pense que vous la connaissez, de toute façon elle est très facilement trouvable. Ce qui est intéressant pour moi dans ce film, c'est vraiment l'interprétation de Jim Carrey. Jim Carrey qui n'est pas forcément un acteur que j'adore. En fait, Jim Carrey, j'ai souvent du mal avec lui. Je trouve qu'il est ici
excellent. Dans son jeu, dans les intonations, dans la diction, il est vraiment habité, quoi. Enfin, je veux dire, le jeu qu'il fait avec son visage en permanence, ça marche parfaitement, quoi. Et surtout, il est dirigé, et ça c'est souvent ce qui lui manque, de manière à réussir aussi à jouer, quand il le faut, avec simplicité, avec retenue, tout en gardant en permanence cette espèce d'excentricité par rapport aux autres qui est ici franchement touchante. Je comprends pourquoi ce film a marqué Dupieux, parce qu'il est quand même empreint d'une sorte de surréalisme poétique qui fonctionne à merveille, faut le dire. Je l'avais pas revu depuis mon adolescence, ce film, et j'ai été cueilli, mais directement. Mais de toute façon, faut que je me replonge dans la filmo de Milos Forman, parce que je trouve qu'on est trop peu sur YouTube à parler de ce mec, qui est quand même un monument du cinéma. En tout cas, vous pouvez vraiment vous faire ce cadeau, et vous replonger dans cette espèce de petit bonbon qui est gentiment mélancolique, qui est toujours hyper tendre et hyper attachant. C'est un gros morceau de cinéma, vraiment. Thank you very much. Le 6e film préféré de Quentin Dupieux. Les amis, celui-ci, je vais aussi pareil, hein, je vais le passer un peu rapidement, parce que c'est Le Père Noël est une ordure. Bon, bah qu'est-ce que vous voulez que je rajoute sur Le Père Noël est une ordure que vous avez déjà vu 150 fois depuis que vous êtes gosse? Tout a déjà été dit sur ce film, et en toute franchise, il y a bien d'autres films dans ce top sur lesquels j'ai plus envie de m'attarder, franchement. J'ai toujours été hyper neutre par rapport au Père Noël est une ordure, à ce film-là et à ce qu'il représente, vraiment. C'est très loin d'être un film que je place parmi les meilleures comédies françaises, et pourtant vous savez que je suis un des youtubeurs ciné qui aime le plus les comédies françaises dites populaires, mais là, franchement... ouais quoi, qu'est-ce que vous voulez que je dise en fait là-dessus? Je vais plutôt m'attarder sur le 5e film qui est quand même beaucoup plus intéressant, qui est Massacre à la tronçonneuse de Top Hooper. Massacre à la tronçonneuse, c'est l'un des meilleurs et des plus influents de toute façon films du genre. Vous le savez, il a vraiment tout changé, et pourtant les amis ça partait de rien, hein. Parce que bon, c'est quand même des purs inconnus au casting, 2-3 amis du réal qui avaient quelques petites notions de théâtre, à la technique, bah des potes étudiants, un chef-op et un compositeur dont c'est le premier long métrage. Enfin vraiment c'est un film absolument fauché, et je pense qu'il aurait pas été si bon s'il avait été moins fauché en vrai. Le résultat, c'est que le film nous projette sans aucun ménagement dans un univers hyper brutal, un univers qui est parasité par une espèce de folie primitive quoi en fait, avec une mise en scène qui va privilégier des touches de violence hyper sèches et une atmosphère poisseuse, et ouais bah une atmosphère hyper pesante. Franchement je l'ai revu pour cette vidéo, c'est un film qui a plus de 50 ans, ça fait toujours son effet quoi. L'image granuleuse qui nous raconte le massacre de petits citadins par des espèces de Texans dégénérés et sans doute très consanguins donne un côté hyper réaliste, hein. C'est ça le truc dans Massacre à la tronçonneuse, c'est qu'à tout moment tu tombes sur ce genre de personnes, ça peut t'arriver quoi. Et ça explique bien pourquoi le film a pu choquer, et quoi, il a énormément choqué à son époque. Massacre à la tronçonneuse, c'est une sorte de conte macabre qui est vraiment tout dédié au fait de te faire te sentir mal, très mal à l'aise, très inconfortable. C'est vraiment un film peuplé de monstres dégénérés et de cadavres qui pourrissent dans des frigos. Il y a une atmosphère dégueulasse qui se transmet vraiment bien au spectateur, parce que le cinéaste s'y prend à merveille, et vraiment la manière dont il parvient à retranscrire cette espèce de chaleur et de sueur, ça reste vraiment très impressionnant. Certains diront même assez inégalé. C'est un grand film d'horreur. On est vraiment plus proche d'un Waking Fright de Dead Code Chef que d'un simple et bête film d'horreur, d'un simple slasher comme on en faisait des tonnes. Non, là c'est vraiment un grand film. Et on se rapproche de ce podium. Bon, très américain, hein, je veux dire, Quentin Dupieux, le cinéma asiatique, le cinéma africain, même le cinéma pré-années 80, c'est pas son problème, il en a rien à foutre. Du coup, ça va nous faire du bien d'aller en Nouvelle-Zélande pour le film qui se place en 4e position. Même si bon, vous allez voir, vous allez pas découvrir un jeune réal néo-zélandais méconnu, hein. Vous allez découvrir Peter Jackson, les gars. Et le film en question, c'est Les Feebles.
Bon alors, Les Feebles, il est sorti au moment où Peter Jackson, c'était une sorte d'ovni, petit monstre non identifié, fan du cinéma grotesque et gore et too much. Et entre Bad Taste et Brain Dead, bah il te pond cette espèce de parodie complètement starbée des Muppets, qui va en reprendre le principe des marionnettes, mais qui va en détourner le propos pour être, très concrètement, c'est l'idée du film, le plus vulgaire, le plus grossier et le plus dans l'excès possible. Tout ça, c'est un sacré programme pour cette espèce de troupe de freaks qu'on va suivre, qui aura l'occasion d'être filmé par une chaîne de télé, donc c'est l'occasion pour eux de percer, c'est la chance de leur vie. Donc Hollywood s'installe chez eux pour les filmer, et à partir de là, bah la troupe va vite déchanter en voyant à quel point Hollywood est vicié, où s'y mêle sexe, drogue, ultra-violence, etc. Et bref, tout ça va donner un film qui est complètement jouissif en fait. Et on dirait qu'il est entièrement dédié à l'idée de repousser toutes les limites du bon goût en fait. Il y a un décalage entre la violence de ce qui est montré à l'écran et cette espèce de gentille petite troupe de marionnettes toutes mignonnes sur le papier. Franchement ça fonctionne, enfin c'est du nawak hein, mais ça fonctionne parfaitement. Et pareil que Massacre à la tronçonneuse, c'est fauché hein, c'est complètement fauché mais ça n'aurait jamais pu être aussi libre et aussi réussi si ça avait été moins fauché. Ça joue sur un humour noir hyper grinçant et là c'est assez fort mais même parfois volontairement gênant, avec des scènes qui s'éternisent et un niveau qui voit vraiment un niveau d'humour qui est volontairement très très bas quoi. Vraiment sans mentir, parfois le niveau d'humour c'est bite cul. C'est ça le niveau d'humour vraiment. Mais le truc c'est qu'il y a une telle jouissance à essayer de repousser les limites qui marche en fait, qui se transmet. Et l'idée de prendre des marionnettes, ça permet en plus d'aller plus loin. C'est un pur prétexte de jouer sur la mignonnerie entre guillemets pour aller plus loin dans le gore. C'est un peu le même concept que les Happy Tree Friends. C'est vraiment un film dédié entièrement au mauvais goût quoi. Mais, il y a aussi une petite idée de satire, critique entre guillemets. Bon, les amis, c'est à la subtilité d'un mammouth laineux, hein, je veux dire. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans cette idée de Peter Jackson de s'amuser à vouloir paraître et à vouloir faire un film qui paraît plus con qu'il ne l'est réellement. Tu vas pas sortir des Feebles avec une grande révolution de pensée sur Hollywood. Je veux dire, tout ce qu'il fait, c'est enfoncer les portes ouvertes et s'en servir pour aller le plus loin possible dans le gore et l'humour. Mais ça fonctionne très bien. C'est un film à découvrir entre potes, hein, très honnêtement. Si vous l'avez pas découvert, vous aurez du mal à croire que ce soit le gars qui a fait Le Seigneur des Anneaux quelques années plus tard, même si on sent déjà qu'il est sacrément à l'aise avec la caméra. Mais Les Feebles, c'est un super film que perso j'aime beaucoup. Et c'est peut-être un de mes préférés de Peter Jackson derrière Les Seigneurs des Anneaux et derrière Lovely Bones. Donc il faudrait que je parle un jour sur cette chaîne. Et on arrive sur le podium, les amis. Et pour rentrer sur ce podium, on reste dans le domaine d'une grande comédie populaire réalisée par un réalisateur actuel ultra reconnu. Je pense que dans ce top-là, vous allez découvrir peut-être un peu moins de films méconnus que ça a été le cas dans même le top de Christopher Nolan, qui était incroyable, hein, le top de Nolan, vraiment, ou le top de Lynch, ou le top de Kubrick. Enfin là, on est quand même sur un truc un peu plus... un peu moins niche, quoi. Mais bref, pour rentrer sur ce podium... Tim Burton, qui, pour plaire à Hollywood, décide de réaliser son premier long métrage qui s'appelle Pee-wee Big's Adventures. Bon pareil, ce film, j'en ai déjà parlé sur Intercut dans le portrait que j'avais fait de Tim Burton, donc j'accélère un peu sur celui-ci. Sachez juste qu'on va suivre un personnage, un espèce de gamin, vraiment un personnage qui semble être resté en enfance, qui va partir à la recherche de sa bicyclette. Et pour ça, il va faire d'étranges rencontres, il va traverser tout Hollywood. Et avec ce film, on assiste à la naissance de Tim Burton, qui était du coup reconnu en tant qu'animateur, et pour quelques courts-métrages qui ont fait du bruit. Mais là, on assiste à la naissance de ce qu'on devine être une espèce de sale gosse. C'est-à-dire que Tim Burton, qui collabore d'ailleurs pour la première fois avec un certain Danny Elfman, va prendre un malin plaisir à ne jamais être là où tu vas l'attendre. Il va s'amuser en fait, il va vraiment s'amuser avec ce qu'on lui donne, il va essayer de te surprendre en permanence et à ne pas se prendre au sérieux, le but étant de ne pas respecter les codes de la comédie classique américaine, si ce n'est lors de quelques séquences et pour mieux les détourner. Franchement en fait c'est ça, c'est un gars à qui on a donné un budget et qui s'amuse. C'est vraiment ça le film de Burton. C'est un film qui est plus créatif qu'il n'y paraît, qui s'amuse avec cette espèce d'Amérique hyper normée. Bon, après, je vais pas vous mentir, c'est aussi, je trouve, un film très imparfait, qui ne devient, comment dire, en fait, il ne devient vraiment bon que quand on l'analyse par le prisme des films qui ont suivi, des autres films de Tim Burton qui sont sortis après ce film, et où Tim Burton va beaucoup plus loin. Ce n'est qu'en analysant les films suivants qu'on comprend où Tim Burton a vraiment voulu en venir avec ce film et ce qu'il a voulu dire. On aurait du mal à comprendre toutes les obsessions et les thématiques chères à Tim Burton si on n'avait que ce film-là. Et sans ces films suivants, on n'aurait jamais soupçonné à quel point ce film est burtonien, mais
Bah, croyez-moi, hein, il l'est. C'est donc loin d'être mon film préféré de Tim Burton, mais je comprends pourquoi il est là, surtout de la filmo de Dupieux, et c'est toujours un moment charmant à passer, c'est le 3e film préféré de notre ami Dupieux. Le 2e film préféré, et là c'est assez rare, parce que vous avez dû remarquer, dans ce format, globalement, bah, on va pas se mentir, hein, j'aime à peu près tous les films. Parce que les cinéastes, ils choisissent généralement des grands chefs-d'œuvre. Dans leur top 10, c'est globalement que des films de fous furieux. Globalement, c'est l'occasion pour moi de découvrir 10 films que je suis à peu près sûr d'aimer. Ça n'a pas été le cas de celui-ci. Film pourtant issu de la filmographie de Luis Buñuel, que... Bon, c'est pas le mec que je connais le mieux, mais j'ai quand même vu plusieurs films de lui, et j'ai aimé ce que j'ai vu de lui. Mais clairement, son film là, Le charme discret de la bourgeoisie, m'a complètement laissé de marbre. C'est une comédie surréaliste dans laquelle des bourgeois vont tenter d'organiser un dîner et n'y parviennent pas parce qu'ils sont sans cesse interrompus à chaque fois par des situations qui sont en fait de plus en plus improbables. À chaque fois, ça va toujours plus loin dans la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à faire ce dîner, c'est vraiment toujours de l'absurde quoi. Ce film, il est extrêmement théâtral et je trouve franchement hyper plat quoi. Il est extrêmement plat, notamment dans sa mise en scène qui est très illustrative, qui n'a aucune folie et c'est assez dingue. Parce que le film va franchement dans l'absurde. Tout est fait pour que Buñuel puisse te balancer des séquences hyper surréalistes, le récit s'y prête à merveille, mais la forme hyper académique ne rend jamais justice à la folie ou à l'originalité des séquences écrites. Et du coup, ça peine à créer la moindre ambiance, la moindre atmosphère, le moindre intérêt même, un peu comme si Buñuel s'était dit que bon, il avait un concept hyper fort, et c'est le cas, le concept est génial, mais que vu qu'il avait un concept fort, c'est bon, il avait déjà gagné, pas besoin de s'amuser à théoriser sa mise en scène, quoi. Et du coup, je comprends mieux pourquoi Quentin Dupieux aime ce film. Enfin, je suis un peu taquin là-dessus, mais je suis pas si taquin que ça, je le pense vraiment. Putain, je suis vraiment horrible avec vous qui m'avez demandé du Quentin Dupieux. Je vous fais une vidéo sur Dupieux du coup, mais je le trash toutes les 5 minutes, je suis un monstre. Mais en tout cas, vraiment, c'est assez fou ce qui se passe dans ce film, parce qu'on dirait vraiment que la narration cherche en permanence à donner à la mise en scène des excuses pour qu'elle s'envole enfin. On a des scènes de rêve, on a des souvenirs racontés, enfin, je veux dire, il y a tout pour que ce soit un peu fou comme film. Mais rien à faire. La mise en image reste hyper plate et ça rend du coup les séquences qui auraient pu être des séquences fortes, genre les séquences de rêve, ça les rend hyper forcées, hyper cheap et du coup hyper lourdes en fait. Lourdeur aussi dans le propos. Non pas que j'aime pas quand on tape sur la bourgeoisie, hein, vous me connaissez, moi vous faites ça, je me régale. Mais là, ça tape tellement... de manière appuyée sur la bourgeoisie, de manière tellement forcée, de manière tellement manichéenne qu'en fait, je trouve que ça en devient insignifiant. Quand un film abandonne toute idée de demi-mesure, et le fait en plus avec une mise en image à ce point, triste en vrai, ça en devient insignifiant. Le propos, on l'oublie très vite, quoi. Franchement, alors, peut-être que les fans de Buñuel vont me dire en commentaire à quel point je suis passé à côté du film, mais c'est aussi possible, hein. De toute façon, j'ai une subjectivité, je peux pas non plus tout aimer. Mais les amis, pour ce film-là, franchement, j'ai plus pensé à Sans filtre que... aux autres films de Buñuel que j'ai pu voir, quoi. Franchement, j'ai pas aimé. C'est ma subjectivité, j'ai pas aimé, et c'est très rare que je parle d'un film que j'aime pas sur Intercut, généralement je l'évite, sauf quand c'est un film moderne et que ça me permet de défoncer du Disney à foison. Mais en tout cas, là-dessus, je suis vraiment passé à travers. Écoute-moi, approche-toi. L'homme qui vit dans cette maison et qui t'appelle son fils n'est pas ton père. Et heureusement, ce n'est pas le cas du film préféré de Quentin Dupieux. Et celui-ci, je l'adore. C'est mon préféré de ce grand et regretté cinéaste qu'est Bertrand Blier. C'est aussi peut-être ma comédie française préférée, franchement. C'est un enchaînement de grands acteurs en roue libre, mais en même temps parfaitement dirigé, avec toujours cette espèce de tristesse sous-jacente à l'humour chez Bertrand Blier. C'est un enchaînement de dialogues hallucinant. Franchement, parmi les meilleurs dialogues que j'ai pu entendre, ce film, c'est Tenue de soirée de Bertrand Blier. Une brique, ça te suffit? Combien il faut casquer pour que tu la boucles? Où on va suivre Michel Blanc, qui est complètement à contre-emploi, qui est un espèce d'énorme loser, qui est amoureux de Monique, sauf que Monique, on n'a plus rien à foutre de sa gueule et elle le dit explicitement. Et Antoine, il tombe sur cette espèce d'énorme voyou qui sort de tôle, Gérard Depardieu, qui tombe amoureux de lui et qui va essayer de dégager Monique pour pouvoir pécho Antoine. Concept qui du coup reprend l'idée du triangle amoureux
en le détournant complètement, et un humour qui est absolument génial. En fait, dans ce que je dis de tenue de soirée, j'ai envie de m'arrêter de parler toutes les 2 secondes pour vous montrer telle réplique. Vise en dessous de la ligne de flottaison, sinon le bateau il coule pas. Profites-en, l'équipage est bourré. Ou alors telle réplique. Ouais, c'est pas un PD ce mec-là, c'est pas possible. Qui prétend que j'en suis un? Ou alors cette réplique-là. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. En fait, j'ai tellement de choix dans ce film, chaque réplique est une pépite, quoi. C'est incroyable. C'est un pur chef-d'œuvre, tenue de soirée. C'est un chef-d'œuvre qui fait souffler sur tout ce qui raconte une espèce d'énorme liberté qui va, comme souvent avec Bertrand Blier, encore plus loin qu'on aurait même pu l'envisager dès son 2e acte, en fait. On a un Gérard Depardieu qui est vraiment, qui est peut-être dans un de ses meilleurs rôles, hein, franchement, et qui se donne à fond, qui en fait des tonnes, mais volontairement, et ça fonctionne parfaitement avec son énorme phrasé, avec sa présence physique. On a Miu Miu qui est tellement touchante, je trouve, dans ce rôle, qui est un rôle qui correspond bien à ce à quoi on cantonnait les femmes à l'époque. Et c'est vraiment une comédie noire qui a des dialogues et des situations mais tellement absurdes. Un grand film culte pour moi, tenue de soirée. C'est un film à découvrir absolument, c'est un monument du cinéma français bien plus que ne l'est Les Valseuses, je trouve par exemple. De toute façon, regardez les 5 premières minutes, vous serez happé parce que dès le début, c'est juste absolument génial. Dès le début, tu vois que t'es face à quelque chose de grand, quoi. Avec des personnages extraordinaires. Franchement, tenue de soirée, c'est ce que Bertrand Blier a fait de mieux. C'est pas loin d'être ce que le cinéma comique français a fait de mieux. C'est à découvrir absolument. Bah dis donc. Si je faisais autant de manières à chaque fois qu'on veut m'enfiler un coup. Ta gueule. Bon bah voilà les amis, vous l'avez eu, votre top 10 des films préférés de Quentin Dupieux. Vous voyez, je vous écoute, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une réal, une actrice ou quiconque en fait, dont vous aimeriez découvrir les films préférés. Moi, je me plierai à vos désirs, vous le savez bien. On n'oublie pas qu'il y a un petit Tipeee qui me permet de faire des vidéos aussi travaillées, parce que là, j'ai quand même dû mater 10 films, et le montage, c'est toujours une sacrée histoire dans ce genre de vidéos-là. À temps plein, il n'y a que le Tipeee qui me permet de le faire, donc chaque petit don aide énormément. On n'oublie pas non plus que moi, je suis sur Instagram, c'est le meilleur moyen de me suivre, en vrai, je suis hyper actif là-dessus. On s'abonne et on met la cloche, vu qu'on sort 2 vidéos par semaine, pour être sûr de ne rien rater. Les amis, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.